Malheureuse pour d'autres, va toujours rester. Et en même temps, c'est une expérience qu'ils nous font partager à tout le Canada, aux civils autant qu'aux militaires. Puis on le vit présentement avec notre voyage. On a beaucoup d'émotions, on découvre beaucoup de choses. C'est des choses à faire partager à tout le monde. Vous êtes fier de faire Très partie fier. de cette tradition? Très fier, monsieur. Vous avez raison. Et on était fiers avant et maintenant, on confirme notre fierté de plus en plus. Et puis Raymond Lemonnier, Guy Frenette de ce régiment, c'est vous qui avez dit la messe, je pense, après-midi, à Raux? Oui, alors c'est moi qui ai dit la messe à Raux et avec les vétérans, la population de Raux et les membres du régiment actuel. On a prié pour la paix. C'est drôle, on regarde la guerre, mais on souhaite tous la paix et la fraternité. Je pense qu'on est capable de vivre ça ici en France et chez nous et avec les vétérans. La mémoire dans tout ça, la mémoire. Oui, se souvenir qu'on a fait des choses, se souvenir qu'on a vécu des choses différentes ailleurs, c'est important. Et découvrir qu'on peut les revivre en étant heureux de se rencontrer et de se découvrir beaucoup de qualités. Moi, je regarde M. Gagné avec un grand sourire et qui nous parle d'amour. Et j'écoutais les vétérans tout à l'heure, ils nous ont parlé d'amour, de fraternité, ce qu'on essaie de vivre nous autres aussi au régiment maintenant. Bien, merci beaucoup, messieurs. La mémoire, il y a des réflexions. On va poursuivre sur ce thème-là, en compagnie de l'écrivain, l'historien Gilles Perrault. Et voici ce qu'il nous propose. Je crois que l'exemple terrible, c'est Saint-Lô. Les gens n'ont pas compris. D'abord, ils n'ont pas compris parce que la radio anglaise, la BBC, leur disait « quittez les côtes ». Ça, ils le disaient pour toute la France, la Belgique et la Hollande. « Quittez les côtes, nous allons venir. » Bon. Alors, un certain nombre de gens du Cotentin avaient envoyé leur famille à Saint-Lô. Bon. Et puis, on rase Saint-Lô. Est-ce qu'il y avait des objectifs militaires allemands? À Saint-Lô, il n'y avait pas d'objectifs militaires. Il y avait une caserne d'Allemands et elle n'a pas été touchée en plus. Alors pourquoi tous ces morts et pourquoi ce champ de ruines? Eh bien, c'était précisément pour obstruer les rues avec des ruines, à cause de ce problème des renforts. Saint-Lô, c'est une plaque routière, c'est la plaque routière du département de la Manche. Les renforts qui venaient de Bretagne passaient par Saint-Lô. Et donc, on a décidé très froidement de faire de Saint-Lô un champ de ruines pour que les renforts ne puissent plus traverser Saint-Lô, soient obligés de prendre des chemins de campagne autour de Saint-Lô, des petites routes, évidemment créant des embouteillages terribles. Des soldats allemands ont raconté la façon dont ils ont contourné Saint-Lô. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de morts aussi parce que l'aviation alliée les attaquait. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a Maintenant, les jeunes historiens ont tendance à dire sacrifice inutile, erreur. Non, il fallait empêcher ces renforts d'arriver. Mais des citoyens aussi, je pense. Ben oui, non, mais non, les Français? On ne fait pas la guerre innocemment. C'était le prix à payer pour notre libération. On avait perdu la campagne de 40, on était occupé depuis 4 ans. On ne pouvait pas exiger, en plus d'être libéré, sans payer le prix. Ça a été le prix à payer. Et je pense que ces morts, qui sont regrettables comme tous les morts, n'ont pas été des morts pour rien. Même si ces morts ont retardé les renforts allemands de quelques heures seulement. Ça valait la peine parce que cette bataille était une bataille décisive. Si le débarquement avait échoué, la guerre durait combien? 18 mois, 2 ans de plus. Donc voilà, on ne fait pas la guerre innocemment. Non, je ne crois pas que ça soit une erreur. Ça a été un sacrifice imposé aux Français, un sacrifice cruel, certes, mais je dirais justifié. À votre avis, est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'est une erreur que de ne pas avoir invité le chancelier Kohl? Enfin, ça, c'est très officiel, mais il y a quand même une symbolique derrière ça. Est-ce que... Non, moi, je ne pense pas que ça a été une erreur. De toute façon, ce que je trouve anormal, c'est que le rôle de puissance invitante revienne à la France. La France, en 1944, qu'est-ce que c'était? Un pays occupé. Nous, le 6 juin, on a surtout fourni le sable. Hein? C'est les autres qui ont fourni le sang. Nous, on a fourni le sable.
Alors que 50 ans après, on soit la puissance qui décide qui sera là ou pas, non. C'est aux anciens, c'est aux Anglais, aux Canadiens, aux Américains de décider qui ils veulent voir ici, pas à nous. Et les Anglais, par exemple, n'avaient aucune envie de voir le chancelier Kohl. Alors je pense que le chancelier Kohl, de toute façon, était une figure équivoque parce qu'il représente l'ensemble du peuple allemand. Je pense qu'il aurait été bien d'inviter des combattants antifascistes allemands. Il y en a beaucoup. Après tout, ils ont mené un combat encore plus dur que les autres, puisqu'eux se battaient contre leurs propres compatriotes. Alors ça aurait été bien d'avoir une délégation officielle d'antifascistes allemands. Il n'a quand même pas invité Honecker. Non, mais Honecker, non, bien sûr, mais il y a des antifascistes allemands plus présentables que Honecker. Encore qu'il était un antifasciste authentique. C'est la partie radieuse de sa vie. Est-ce que la réflexion des Allemands maintenant, comment la situez-vous? Qu'est-ce que... La réaction des Allemands. La réflexion. La réflexion des Allemands. Bah, je dirais, dans ce domaine, il faut éviter les généralités. Je connais des Allemands de toutes sortes, je connais beaucoup d'antifascistes allemands pour qui cette commémoration est justifiée puisqu'elle commémore, elle célèbre l'événement qui a ouvert la libération de l'Europe entière, y compris d'Allemagne. D'autres Allemands que je connais aussi, c'était une guerre comme les autres. Ils l'ont perdu. Ils regrettent un peu de l'avoir perdu, il faut dire ce qui est. On entend souvent ces réflexions de vétérans allemands qui disent, que je vois par exemple à Utah Beach, qui disent « mais moi je faisais pas de politique ». Je faisais pas de politique, hein. J'étais un soldat comme les autres, et quand on est soldat d'une armée, on souhaite que cette armée gagne. Oui, mais ceux qui disent, par exemple, bon, il y avait les SS, il y avait les fanatiques, et puis il y avait d'un autre côté la Wehrmacht, les vrais soldats, la vraie armée. C'est vrai. C'est vrai, c'est incontestable. Il y avait la Wehrmacht et la vraie armée, enfin, et puis il y avait les SS qui étaient une troupe idéologique, politique. Mais enfin, le soldat canadien ou américain qui a reçu une balle et qui en est mort sur ces plages, il ne faisait pas la différence entre les balles qui étaient tirées par des nazis fanatiques et par de gentils soldats de la Wehrmacht. Le fait est que les soldats de la Wehrmacht étaient au service de cette idéologie et que les soldats allemands qui étaient le long de ce mur de l'Atlantique se sont battus pour le pouvoir de Hitler, tout de même, puisque c'était Hitler qui avait été porté au pouvoir. Et pendant ce temps-là, on déportait, on fusillait, on torturait. Alors, faire cette différence, je crois, il ne s'agit pas d'accabler ces Allemands. Ça, je crois que ça devrait amener à une réflexion. Il ne suffit pas de dire « mais moi, j'exécute les ordres, je faisais mon devoir de patriote ». Non, on peut faire son devoir de patriote et être au service d'une cause aussi injuste que possible. Advenant que dans la jeune génération, chez les Allemands, toujours, certains disent « ce n'était pas ma guerre, bon, je n'y peux rien », etc. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes qui vous inquiètent actuellement dans la jeune génération allemande? Allemande, mais partout, hein, dans toute... oui, il y a un retour de tout cela. Il y a une sorte de romantisme très néfaste, enfin, qui était déjà à l'origine du nazisme. Le nazisme a commencé à gagner les jeunes en Allemagne, et puis le reste après. Le reste vient toujours quand on commence à gagner les jeunes, quand on a eu les jeunes. Et oui, il y a une renaissance de tout cela, une sorte de nostalgie de ces temps, et il y a là un vrai danger, d'autant plus que les conditions économiques, politiques, sociales sont très propices à un redémarrage de tout ça. Et on le voit bien en Europe, comment ne pas le voir, comment ne pas le voir. Pourtant, à la fin de chaque guerre, on a toujours dit on ne recommencera plus. Plus jamais, oui. Oui, on dit ça. Moi, si on m'avait dit le 8 mai 1945 que moins de 50 ans plus tard, il y aurait des ministres fascistes à Rome, j'aurais dit ça, c'est impossible. Et nous avons des ministres fascistes à Rome. Nous avons en France un parti important qui est un parti raciste et néofasciste. Donc,
Oui, on a cru que c'était fini, en tout cas, que plus jamais ça. Et on voit que ça n'est jamais fini. Jamais. Mais au nom de la réconciliation, je pense, entre autres, d'aller visiter ce très beau mémorial de Caen, où les choses sont présentées de façon très honnête, très touchante, très émouvante. Quand même un musée, c'est pas un musée de la guerre, c'est un musée de la réconciliation. Au nom de la réconciliation, est-ce qu'il n'y a pas lieu de, je sais pas moi, d'être un peu moins rigide ou un peu moins... Se réconcilier avec quoi et avec qui? S'il s'agit de se réconcilier avec les nazis, avec toute cette partie de l'Allemagne qui était nazie, ça sûrement pas. Le combat, il reste indispensable. Et il recommencera s'il le faut. Et il sera aussi impitoyable qu'il y a 50 ans. Ces gens-là doivent être balayés. Bon, et je suis convaincu qu'ils seront balayés. Mais se réconcilier avec l'Allemagne, bien sûr, on ne va pas faire porter à ces millions de jeunes Allemands le poids des péchés de leur père. Bien sûr qu'il faut se réconcilier. Bien sûr que cette réconciliation, elle est faite. Elle est faite. Je dirais que, personnellement, je suis autant inquiet des renaissances du fascisme en France qu'en Allemagne, hein. Le parti fasciste et raciste en France est beaucoup plus important, nombreux, a beaucoup plus de pouvoir qu'en Allemagne. Ah oui. Donc, il ne s'agit pas de prolonger une guerre entre l'Allemagne et la France, puisqu'on est en France, mais contre des idées. C'est contre ces idées, les idées qui ont fait de l'Europe un charnier il y a 50 ans, 50 millions de morts quand même. Contre ces idées-là, il faut continuer à se battre. Ben oui, Raymond, pour revenir à notre rencontre amicale avec les anciens du régiment de la Chaudière et les actuels, tout de suite après, ils nous ont dit merci beaucoup. On a dit merci pourquoi? Au fond, c'était à nous. Hein? C'est à nous à les remercier, de retrouver chez ces personnes qui ont porté haut le flambeau et qui ont combattu pour toutes les valeurs que l'on connaît. La droiture de ces gens, leur honnêteté, une naïveté qui n'a pas un sens péjoratif. Non. Quel plaisir que de rencontrer ces gens et de leur souhaiter. Et je le rappelle encore une fois, l'honneur était pour nous. Oui, alors pour reprendre le propos là, que tenait il y a quelques instants Gilles Perrault au sujet de la mémoire et tout, messieurs Quélien et Bernier, diriez-vous que ce 50e anniversaire du débarquement, c'est vraiment le... Ah ben oui, il y a un feu d'artifice, c'est pas un autre débarquement. Dieu merci. Tout loin derrière, la place de Saint-Aubin-sur-Mer. Oui, diriez-vous que ce 50e anniversaire du débarquement de Normandie, au fond, c'est une occasion de tourner la page une fois pour toutes? C'est axé sur ça? Je crois qu'il est difficile de donner une réponse globale et valable pour tout le monde. Pour les Normands, pour les Français de façon plus générale, les civils qui ont vécu la période de l'occupation, je crois que c'est un peu difficile et que tous ne tournent pas la page bien volontiers. Il y a encore quelques rancunes. Je donnerai un exemple. Avant-hier, une dame me téléphone parce que dans son village, il y a une cérémonie qui commémore des résistants exécutés par les Allemands. Et voilà que je ne sais qui a eu l'idée un peu malencontreuse de faire flotter un drapeau allemand dans le village ce jour-là. Eh bien, la dame me téléphone scandalisée et prête à alerter la terre entière pour qu'on enlève immédiatement ce drapeau. Vous voyez, donc, chez les gens d'un certain âge, je crois que cette page est très difficile à tourner. Par contre, chez les jeunes, je crois qu'elle est tournée, incontestablement. Chez les jeunes Français, chez les jeunes Allemands, j'ai beaucoup d'étudiants allemands, par exemple, qui n'ont pas, je crois, très bien compris le fait que l'on n'ait pas invité le gouvernement allemand à ces cérémonies du 6 juin 1944. Et ces jeunes sont relativement amers parce qu'ils sont nés après la guerre, ils ont été élevés dans l'idée de la construction de l'Europe nouvelle qui tourne en particulier, c'est vrai, autour du couple franco-allemand. Et là, je crois qu'il y a surtout de l'incompréhension de leur part. De chez nous, est-ce qu'on voit ça d'un autre œil, M. Bernier? Il m'apparaît que oui, mais je n'aurais pas beaucoup de preuves à apporter à ce sujet-là, sauf quelques conversations que j'ai eues. Il me semble toujours qu'il y a une séparation à ce sujet-là, effectivement, entre les Canadiens, même d'une génération passée, et les Français. Je dirais qu'on est plus
on va accepter plus facilement la présence d'Allemands à des commémorations semblables, bien que certains de nos vétérans, j'ai déjà vu à Dieppe, qui vraiment avaient de la difficulté à accepter que des Allemands soient là pour commémorer certains événements en même temps qu'eux. D'autant plus que le chancelier Kohl, je pense, il y a eu une invitation israélienne, je pense que c'était le premier chancelier allemand à ne pas avoir fait la guerre, n'est-ce pas? Je crois, effectivement, oui. Oui, et on peut peut-être aussi donner un autre élément qui se passe dans la région, pas très loin de chez moi, dans un petit village où il y a 15 jours ou 3 semaines à peu près, des vétérans allemands sont venus déposer des gerbes sur des monuments aux morts, et il se trouve que malheureusement on s'est aperçu après coup que sur ces gerbes figurait une inscription du genre à la mémoire de nos camarades Waffen-SS. Alors il y a quelques excès aussi comme ça, je crois, qui font que le fait de tourner la page, que vous disiez, est peut-être rendu encore plus difficile. Pourtant, des efforts ont été faits dans ce sens. Qu'on se rappelle le président Reagan et Helmut Kohl à Bitburg. Oui, absolument. Je doute que le président Reagan ait ignoré que la présence de... Vous vous rappelez quel incident? Ça s'est passé en Allemagne de l'Ouest il y a quelques années à peine. Le temps passe, ça fait peut-être 10 ans. C'était en 84, disons peut-être un peu plus tard, sur Reagan. Et il s'est retrouvé à commémorer les morts, cette fois du côté allemand. Et dans ce cimetière, une partie était consacrée à des tombes de soldats SS. La Waffe SS, il ne faut pas confondre avec les gardes de camps de concentration. C'est pas tout à fait la même chose. Ce sont des troupes d'élite politiques, il faut bien le dire, mais qui n'avaient rien à faire avec les camps d'extermination. Du côté... Pas ceux-là. Ouais. Du côté des Allemands, par exemple, on a rencontré, depuis que nous sommes arrivés, des Allemands qui n'ont pas vécu cette guerre-là, forcément, qui étaient très jeunes, dont les parents avaient fait la guerre. Hein. Il m'a dit, moi, ce n'était pas ma guerre. J'ai parlé à mon père me disait, oui, je me suis engagé là-dedans, et je dois t'avouer que je n'ai pas pris le temps de réfléchir. En supposant qu'il y ait le temps qu'il y ait un choix. Le temps ou la possibilité de réfléchir, puisque on sait que à partir de 1933, tous les jeunes Allemands sont embrigadés de force dans les jeunesses hitlériennes, dont l'un des buts, justement, c'est de leur bourrer le crâne, hein, soyons clairs. Donc il est vrai que la faculté de réfléchir est quand même fortement diminuée après un passage dans ce genre d'organisation. Mais en même temps, ce même militaire, celui qui a fait la guerre, le père du type en question, disait, dans l'armée allemande, il y avait deux types de soldats. Il y avait les SS d'un côté, les fanatiques, il y avait la Wehrmacht, la vraie armée. Oui, les SS d'ailleurs qui éprouvaient en règle générale un certain mépris pour leurs camarades de la Wehrmacht. Ils remettaient à la Wehrmacht ce que la Wehrmacht leur avait fait au cours des années précédant la guerre. Ils ont été les premiers à utiliser des uniformes de camouflage. On les traitait de jeunes qui jouaient aux cowboys et aux Indiens. L'entraînement avec des armes et des cartouches réelles, des entraînements qui ressemblaient à du combat, où on calculait possiblement des pertes de 10 comme étant normales, on fait de ces troupes des troupes fort aguerries, mais il y avait un élément politique du côté de la SS, ce qui fait que quand on associe Waffen-SS, c'est-à-dire SS armée, souvent on ne fait pas la différence, puis même si on l'a fait, il y a trop la mémoire n'est pas aussi courte qu'on le pense et on associe aux crimes du parti, de l'organisation et du gouvernement de l'époque. Il y a même, on peut malheureusement aussi ajouter des crimes commis par des divisions de la Waffen-SS. Ah, ça s'est fait également. Il y en a une qui est malheureusement fameuse ici, qui est la 2e SS Das Reich, qui était stationnée du côté de Montauban, c'est-à-dire près de Toulouse au moment du débarquement. Et dans son voyage vers la Normandie, pour venir sur le front, cette division a d'une part commis un massacre à Tulle, où on a pendu une centaine de personnes au réverbère, et ensuite, le lendemain, c'est l'anéantissement du petit village d'Oradour-sur-Glane avec 650 morts environ. Et cette même 2e SS, d'ailleurs, en quittant la Normandie vers la fin du mois d'août, commettra un nouveau massacre, une quinzaine de personnes dans un petit village normand qui avait eu le tort de fêter l'arrivée des Alliés un petit peu trop tôt. Ce sentiment anti-allemand dont vous avez parlé au début de ce propos-là, de la part des Normands, il s'est manifesté très tôt, enfin tout le temps, n'est-ce pas? Et je pense que c'est pas vous qui êtes d'avis que ça aurait même favorisé De Gaulle après la libération de la France? Ouais, il est clair, si vous voulez, l'opinion des Normands se forge très très vite.
parce que dès l'été 1940, on a ici en Normandie un très très grand nombre de troupes qui sont stationnées. Parce que l'été 1940, c'est le moment où Hitler a l'intention d'envahir l'Angleterre. Et ces Allemands sont partout, ils sont cantonnés, ils expulsent quelquefois les gens pour prendre leur logement, pour s'installer à leur place. Les chevaux sont mis au package dans les champs des paysans. Donc il y a un mécontentement qui grandit très très vite en Normandie, peut-être plus que dans d'autres régions françaises. Et par exemple, on peut consulter tous les rapports des préfets, des sous-préfets, commissaires de police, et ils sont tous d'accord pour dire dès l'été 1940 qu'il y a déjà un sentiment anti-allemand très clair et corrélativement un sentiment anglophile très poussé. Ouais. Et c'est là qu'on attend, on est très pressé, dès l'été 1940, le retour des Anglais. On parle déjà d'un débarquement. Il faut dire attendre 4 ans quand même avant qu'il se produise. Et dans quelles conditions? Il faut dire que la Normandie a été la province de France qui a été la plus meurtrie, où les combats peut-être les plus violents ont été disputés sur terre française. Vous savez, je crois que c'est vrai, il faut rendre hommage aux Alliés qui sont venus nous libérer, mais il faut aussi penser aux populations normandes qui ont beaucoup souffert, et plus peut-être que les autres régions de France, c'est exact, parce que chez nous, les combats ont duré 3 mois pratiquement, de juin jusqu'à fin août 1944. Et pourquoi est-ce qu'ils ont duré si longtemps? Parce que les Allemands ont résisté, ont tenu jusqu'à l'extrême limite de leur force. Et quand ils se sont écroulés au mois d'août, ils n'ont plus été capables de défendre le reste du territoire français. Ce qui fait que le reste du territoire français a été libéré sauf l'Alsace, en quelques jours. Donnons un exemple, les Allemands, suivis à quelques heures près par les Britanniques, franchissent la Seine vers la fin du mois d'août. Et le 3 septembre, fin août, 3 septembre, Montgomery est à Bruxelles. Ouais. Et Patton est sur les frontières de l'Est. Donc c'est une véritable course de vitesse au travers de la France. Alors évidemment, et heureusement pour les autres provinces françaises, beaucoup moins de destruction que celles qui ont eu lieu chez nous. 3 mois avant, en tout cas, ce commencement des libérations de la France, qui devait mener éventuellement à la libération de tout le continent nord-ouest de l'Europe et éventuellement à la fin de la Deuxième Grande Guerre, eh bien, ça avait commencé par le largage de parachutistes. C'était le début de l'opération Overlord sur le continent. Donc, après-midi, on vous avait montré des Américains qui ont débarqué, qui ont rappelé ça. Et ça s'est fait aussi un petit peu plus tôt sur l'autre front, sur l'autre flanc de l'opération Overlord. Du côté britannique, il y avait des Canadiens également qui avaient été largués. Donc, à proximité immédiate, et ça aussi, c'est devenu un classique, de Pegasus Bridge. Ce sont les actions de la 6e division aéroportée britannique, auxquelles s'étaient joints des membres d'une division aéroportée canadienne, la première, je pense. Et c'est un coup de main qui demandait beaucoup de précision, beaucoup d'audace, qui s'est fait dans des conditions exceptionnellement difficiles et qui a réussi. En tout cas, on pourra longtemps discuter à savoir si ce sont les Américains ou les Britanniques et les Canadiens qui sont les premiers, ont touché les premiers le sol français. Mais il reste que je pense que ce sont les Britanniques et les Canadiens qui ont été les premiers à combattre, je pense, à avoir le premier contact avec les Allemands. Ce sont à coup sûr les Britanniques et les Canadiens de la 6e Airborne qui sont les premiers largués. Les tout premiers éléments sautent dans les premières minutes du 6 juin. Le commando, par exemple, le fameux commando du Major Howard, qui est envoyé sur Pegasus Bridge, c'est, je crois, vers 0h15 ou 0h30. Oui, minuit 15, c'est ça. C'est ça, Donc très très nettement avant le largage des parachutistes américains. Ça nous fait pas l'ombre d'un doute. Alors l'opération, c'était quoi? C'est de s'emparer de 2 ponts, c'est ça? Les ponts de Ranville et de Bénouville. C'est ça, pas très loin de Caen, sur le canal de l'Orne, c'est ça? Oui, alors c'est une explication peut-être un petit peu compliquée. Il s'agissait pour les Britanniques donc de garder leur flanc, tout comme les Américains devaient garder le leur de leur côté. Et ils avaient prévu de s'installer, de mettre en place une sorte de môle de résistance entre 2 rivières. Entre la Dive qui est devant eux, sur laquelle ils ont fait sauter tous les ponts par une suite d'actions de commando justement, et derrière eux, il y a l'Orne et son canal. Alors là, au contraire, il faut garder les ponts intacts pour que les troupes qui vont débarquer quelques heures plus tard sur Sword Beach puissent traverser l'Orne et le canal et venir les renforcer pour prendre position derrière la Dive. Donc deux missions qui ont l'air contradictoires mais qui ne le sont pas, faire sauter les ponts sur une rivière et les prendre intacts sur l'autre. Et le tout a été parfaitement réussi en quelques heures. On est surpris qu'il y ait encore des ponts qui tiennent avec les bombardements préparatoires à l'invasion.
tout ce qui bougeait, tout ce qui ressemblait à un pont, à une voie de chemin de fer, a été mitraillé systématiquement. Oui, mentionner par exemple que pratiquement tous les ponts sur la Seine avaient été coupés dans les semaines et dans les jours précédents. C'était une partie importante de la stratégie. Non seulement il fallait au départ une supériorité aérienne totale, complète, mais également empêcher l'ennemi de se regrouper. Il y a certaines divisions qui auraient pu avoir un rôle important dès la première journée, parce qu'il y avait un dicton un peu plus tard qui disait « vaut mieux une division le jour J que 3 divisions à J plus 3 ». Oui, alors c'est effectivement une des questions fondamentales. On dit souvent que le jour J est fondamental. C'est certainement une opération très spectaculaire. J'aurais pas tendance à dire que les jours qui suivent sont encore plus importants. Pourquoi? Parce que les Alliés vont débarquer avec 7-8 divisions, l'équivalent de 7-8 divisions. En phase 2, ils ont à peu près le même nombre d'Allemands. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands ont, dans un rayon de 200-250 km, une trentaine de divisions présentes. Et en une journée, si rien ne se passe, toutes ces divisions peuvent être sur le front. Et donc là, on comprend immédiatement que les Alliés risquent d'être rejetés à la mer. Donc toute la tactique des jours suivant le débarquement va consister à empêcher absolument ces renforts allemands d'arriver. Et les renforts allemands sont, dans certains cas, très puissants. Là, on a parlé de la 12e division SS Panzer. On peut parler également de Panzerlehr, qui était la division la plus forte, la division blindée la plus forte de l'armée allemande, qui en principe est une division d'apprentissage. En réalité, il s'agit d'experts dans leur métier qui ont en plus non seulement des chars très puissants, mais une façon, ils sont préparés déjà à une possibilité de débarquement, ce qui ne nuit pas. Eh bien, justement, ces gens qui ont sauté sur le flanc est comme sur le flanc ouest, droite ou gauche, avaient pour mission de couper les communications et d'empêcher que les Allemands, surpris par le débarquement, n'envoient des renforts. Et quand on parle de division, pour être certain que le public nous comprend, il s'agit de termes assez spécialisés. Dans le cadre de la division Das Reich, dont on parlait un peu plus tôt, il s'agit d'environ 230 chars. Vous voyez à quel point c'est énorme. Sur une route, ça fait 60 000 de long. Il y a 230 chars, il y a 6 500 voitures. Combien? 60 000? Oui. Les voies étaient peut-être étroites parce qu'ils voyageaient seulement la nuit. Dans le jour, elle n'était pas question. Alors, il y avait à peu près 6 500 véhicules motorisés. Il y avait les canons, je ne les donne pas, mais une troupe qui devait se situer à peu près 12 000 hommes, peut-être un peu plus. Oui, les divisions allemandes sont variables entre 10 et 20 000 hommes. Hein. Et ce qu'on peut ajouter pour donner peut-être une idée de ce que représente une division blindée en particulier, c'est que pour la transporter par chemin de fer, cela arrivera quelquefois, et pour la transporter par chemin de fer, il faut 50 à 60 convois ferroviaires, trains entiers. Alors, ces forces en réserve, vous voyez à quel point elles sont puissantes, elles sont importantes, et à quel point il est impératif de bloquer tout chemin qui pourrait amener cette masse blindée vers les Alliés. Eh bien, dans cette opération de Pegasus Bridge qu'on évoque 50 ans plus tard, il y a 516 Canadiens, dont 27 officiers de ce premier bataillon des parachutistes, donc jumelés à la division aéroportée britannique, qui ont fait le saut, quoi. 100 Canadiens, 113 pertes, c'est-à-dire 16 morts et 93 blessés chez les Canadiens. Alors, Pégase, c'était pour ça, Pégasus, c'est l'emblème de ces Britanniques, c'était Pégase. Dans la mythologie grecque, c'est le cheval qui était ailé, ça. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Vous voyez que ça s'est fait aujourd'hui dans des conditions vraiment supérieures. Heureusement, d'ailleurs, pour ceux qui tentaient l'expérience aujourd'hui, l'exercice. Bon, peut-être qu'on pourrait se reporter quelques heures plus tôt. Portsmouth, cet après-midi, le président Clinton, de même que les chefs d'État et de gouvernement des 12 autres pays qui ont participé à ce débarquement allié, donc, ont quitté depuis Portsmouth, donc dans le sud de l'Angleterre. C'était le début de l'opération Overlord. En fait, c'était l'opération Neptune. Donc, c'était l'embarquement de ces troupes qui venaient débarquer en sol normand, en sol français de la base Normandie. Cette opération navale sans précédent il avait pour but de transporter des troupes sur les plages, qui devait faire des voies navigables pour éviter les champs de mines, qui transportaient de l'armement. 5000 navires, des embarcations de toutes sortes, des navires de guerre, des destroyers, des frégates, des dragueurs de mines.
c'est que vous avez des milliers ou des dizaines de milliers d'hommes qui font des métiers hautement spécialisés et tout à fait différents. Celui qui est responsable d'un lance-flamme n'a pas le même travail et les mêmes responsabilités et possiblement plus vulnérable. Alors, c'est ça les chars, les DD, là, Raymond? Est-ce que c'est bien ça? Ou ça pourrait être ça? Ça ressemble à ça, mais ça m'étonnerait qu'il en reste. Les chars amphibies ou enfin, non? Non, il s'agit de petites péniches, j'imagine. On va dire que je ne l'ai pas très mal et que je demanderai à mes collègues qui sont des experts dans Ce ne sont pas des chars amphibies. Non. C'était pas très rapide, ces chars-là. Ça allait très lentement vers la... Les chars amphibies, oui. Oui, je pense que c'était 5 km à l'heure ou à peu près. Mais c'était quand même assez génial que ces chars qui nageaient et qui roulaient en même temps. Ouais, c'est un problème physique qui aurait, je pense, émerveillé Archimède. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire flotter un engin qui pèse 35 tonnes? C'est un problème à résoudre. Et certains ont flotté jusqu'à la plage, d'autres ont sombré. Les conditions étaient abominables, on s'en rappelle. On a vu des images. Là où les choses ont été le plus dramatiques, c'est en secteur américain à Omaha, où on avait prévu de lancer 64 chars amphibies. On en a lancé heureusement la moitié seulement. Je dis heureusement puisque la plupart de ces 32 chars ont coulé à pic dans les minutes suivantes. Et je crois qu'un seul est arrivé par ses propres moyens sur la plage. Dans le métier, on appelle ça des images spectaculaires. Ah oui, C'est le cas de dire. Du beau visuel, comme on dit, hein? Oui. Entre nous. Ah ben oui, je pense qu'il y a le Queen Elizabeth. Évidemment, il y a la reine Elizabeth qui s'est embarquée à bord de son yacht, le Britannia, qui, pour se rendre, de façon symbolique là, du côté français, mais même c'est fait parce qu'ils doivent arriver ce soir, pas très loin de l'endroit d'ailleurs où avaient sauté les parachutistes anglophones. Donc, dans la partie Sword, une des 5 plages qui avaient prise de front les alliés, les troupes alliées de ces 13 pays. Donc, ils refont le voyage. Et ça se passait il y a 50 ans, dans la nuit du 5 au 6 juin. Le débarquement, du reste, qui a été reporté à plusieurs reprises dans les derniers jours à cause de la température, mais même avant ça, ça avait été prévu pour le mois d'avril, enfin le 1er mai, et je pense qu'on avait dit non, c'est pas le moment, parce qu'il faudrait qu'on ait le temps de construire un peu plus de péniches de débarquement, ces fameux LCA, enfin ces landing craft, là, de tout genre. Il y en a de toute variété, en effet, ça commence par LC, mais suivi de I, suivi de T, selon qu'il s'agit d'infanterie, selon qu'il s'agit de tank, selon de toutes les variétés. Oui, ce qui s'est passé, là, c'est qu'en fait, on avait prévu de débarquer au début du mois de mai 1944, mais sur un secteur qui était de 50 km à peu près. Hein, et donc, il a été jugé insuffisant. On a décidé d'étendre ce secteur et vers l'est et vers l'ouest. Heureusement pour nous, puisque d'ailleurs Saint-Aubin, où nous sommes, n'était pas prévu dans le premier secteur de débarquement. C'était à la demande de Montgomery, je pense. C'est ça, de Montgomery Eisenhower. Hein. Et le secteur ayant été étendu, cela supposait plus de divisions, et pour transporter ces divisions, davantage de péniches. Et il a fallu un mois supplémentaire pour les rassembler. Bien, on a un beau document à vous présenter. Ces jours-ci, évidemment, les Normands reçoivent les vétérans, les anciens combattants, les visiteurs. Ils reçoivent de Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada. Ils reçoivent avec des drapeaux, avec des fanions qui proclament le « Welcome to our liberators », des textuels. Bienvenue à nos libérateurs, on en voit même sur des napperons dans les restaurants. Eh bien, pour eux, il n'y a pas de doute, les hommes qui ont combattu il y a 50 ans, ce sont des héros. Mais alors, chez nous, les mêmes hommes reçoivent trop souvent l'indifférence de l'oubli. En tout cas, c'est ce qu'a constaté Béatrice Richard, une historienne qui est française d'origine, qui a grandi dans le souvenir des héros canadiens et qui, une fois qu'elle a émigré au Québec, eh bien, n'en retrouve plus la trace, n'en retrouve plus le sens. Eh bien, ce soir, Robert Verge et Béatrice Richard ont préparé et réalisé le document qu'on va vous présenter, que vous allez voir à l'instant. Et ce document a été réalisé il y a une dizaine de semaines.
Attention, dans 5. Cue. En direct, c'est Christiane Charette qui vous parle. Béatrice Richard, alors je vous la présente. On suit votre regard. En fait, on regarde le débarquement, les événements du débarquement et particulièrement la participation des soldats canadiens-français à travers votre œil à vous. C'est toute une entreprise, enfin c'est extraordinaire. Il faut s'imaginer au jour J, enfin 80 jours après le jour J, il y avait 2 millions de personnes qui avaient débarqué en Normandie, sur cette pointe du Cotentin, avec des milliers de tonnes de matériel. Enfin c'est incroyable ce que ça peut représenter au point de vue humain, et tout ça évidemment à travers les combats, la bagarre. Et si on parle de vous, Béatrice, vous êtes française, vous êtes née en France, et je pense que ça joue. Vous êtes arrivée au Québec un peu plus tard, mais cette perception des soldats canadiens-français, telle que vous l'avez rencontrée quand vous êtes arrivée ici au Québec en faisant vos études, elle n'était pas conforme à ce que votre mère et votre grand-mère vous racontaient. Et ça vous a frappé aussi. Oui, ça m'a frappé. Alors déjà, il y avait ma grand-mère. Oui. Je commencerai peut-être par elle parce que c'est la plus âgée. Elle a 91 ans. Nous l'avons même suivie en Europe. Qui, elle, pendant la guerre, avait exactement l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc 37 ans. Oui, elle avait 37 ans pendant la guerre, en gros, là, parce que ça s'est étalé sur 4 ans. Bon, ma mère avait 9 ans, l'âge de ma fille, exactement, aujourd'hui, quand elle était à Dunkerque à l'époque, et Dunkerque a été bombardée, son école a été bombardée, elle a découvert ce que c'était qu'avoir son école bombardée à 9 ans, découvrir son école en ruine. Alors ça, ce sont les moments forts, si l'on veut, de leur expérience. Elles ont vécu sous l'occupation, oui. Les privations, la nourriture, les vêtements qu'on ne peut pas trouver, aussi, je pense qu'il y a aussi la peur. Il y a eu beaucoup de morts, tu vois. Ils sont tous tombés parce que le débarquement a eu lieu et cette bataille a été terrible. Alors tu vois, par exemple, ici, est-ce que tu peux lire le nom? Regarde, voilà un soldat. Peux-tu lire son nom? L'ado. Les Fusiliers Mont-Royal. C'était un soldat de Montréal, la ville où tu es né. Ah, mais je ne savais pas. Tu ne savais pas? Non. Alors tu vois, c'est un beau souvenir. Tu te rends compte comme c'est émouvant? C'est très triste. Nous sommes allés au cimetière de Béni-Revier, qui est pas loin du lieu de débarquement, où il y a plus de 2000 Canadiens qui sont enterrés là, parmi eux des Canadiens français. Et je pense qu'elle a été très impressionnée. Elle dit, ah, mais comment ça se fait? Pourquoi tous ces hommes sont morts? Alors ça, quand un enfant vous pose cette question-là, il faut expliquer. Alors, là, mon petit bout de chou, là. Bonjour, c'est Tata, tu vois? Bonjour. Fanny, c'est Tata. C'est ton arrière-grand-maman. Elle est mignonne. Hein? Tu deviens grande. Oh, c'est incroyable. Ici, tu savais te tenir tranquille, tu n'avais pas d'ennui. Mais s'il y avait le moindre doute, tu te faisais arrêter. Alors, quant aux Juifs, alors là, inutile de te dire que... Tu sais, ils étaient tout de suite envoyés dans les camps de concentration. Il y avait des cars entiers, on ramassait des petits Juifs, des enfants. Je te l'ai dit, une nuit que je me suis réveillée, il y avait un car qui ramassait des petits-enfants qui pleuraient et qui étaient séparés de leur mère, et on les envoyait en Allemagne. Qu'est-ce qu'on en a fait? Ça, je ne sais pas. Alors après, on a su, mais quand la guerre, à la libération, on a su ce qui s'y était arrivé. Mais pendant la guerre, on ne savait pas grand-chose. On avait la radio, on avait une radio qui chantait ça. Radio Paris, Mans, radio... Et c'était les Anglais qui disaient ça. Radio Paris est allemand, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Alors, ça c'est épouvantable. Et puis, moi j'ai vu souvent, et Arlette aussi, des avions, des parachutistes qui descendaient, des avions qui étaient abattus à l'ONU. Alors, tu comprends, ça c'est terrible, ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces gars-là qui sont partis d'un autre continent pour venir ici? Admirable. C'est admirable de faire ça pour un pays étranger, en somme, n'est-ce pas? Ah oui. Ah aussi, ça, on les a beaucoup pleurés. Oui. En ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, mon professeur d'histoire, je me souviens, m'avait parlé des hauts faits d'armes, bon, du régiment de Maisonneuve, Oui. Du régiment de la Chaudière, des fusiliers Mont-Royal, enfin, des Canadiens français qui étaient présentés comme des gens très courageux et qui nous avaient libérés. Et quand je suis arrivée ici, surprise, on n'en parle plus.
fini. Si vous prenez les principaux manuels d'histoire du Québec, qui sont écrits par des historiens québécois, je pourrais vous dire que toute la campagne de la Deuxième Guerre mondiale, là, au front, oui. Où nous avons quand même... Les Canadiens ont eu 72 000 pertes. Pertes, ça veut dire les morts, les blessés, les disparus. Ça tient en... C'est beaucoup de monde. Ce qui est beaucoup de monde, oui, ça tient... beaucoup de monde, ça. Bon, ça tient en 8 lignes. Oui. Je suis persuadée qu'ils ont influencé grandement la société québécoise, parce que ce sont quand même des milliers d'hommes qui sont revenus avec une expérience différente, qui dans leur vie quotidienne ont sûrement contribué à changer beaucoup de choses. Mais évidemment, ce n'étaient pas des intellectuels, ce n'étaient pas des gens qui avaient la parole. Moi, ce que je voudrais, c'est leur redonner la parole. Beaucoup disaient, ben moi, je me battrai quand la guerre aura lieu ici. Mais il est trop tard. Si tu te bats quand la guerre est rendue chez vous, il est trop tard. On l'a vu, qui est arrivé en France, d'ailleurs, en Belgique, puis en Hollande. Alors, vous allez tout perdre si vous attendez de vous battre quand la guerre sera ici. Ce sera plus le temps. Vous n'aurez plus de famille, vous n'aurez plus de maison, vous n'aurez plus rien. On s'est désigné un peu comme les gars qui représenteraient le pays, mais j'avais rien à perdre. Moi, j'avais pas de famille, à part mes parents, mais j'avais pas de femme, j'avais pas d'enfants. C'était à moi d'y aller avant d'autres qui avaient une famille. Fait que, mettant au courant la chance de s'en sortir quand même, hein, parce que on sait que les pertes, c'est environ 10 %. Alors, on joue sur le fait qu'on pourrait être dans les 90 %. Maman Plouffe, Joséphine, est soulagée. Son petit Guillaume, son cher fils, est revenu du front intact. Dans la dernière missive, Guillaume explique en détail comment, après avoir échappé de justesse à la mort, il a tué 2 Allemands en lançant des grenades, et puis bon, enfin bref. Alors, la réaction de Maman Plouffe, c'est ça que je trouve fantastique, c'est pas croyable, mon Guillaume qui tue des hommes. Et l'histoire, ça finit là-dessus. Bon, et bien cette histoire-là, elle a été écrite en 1948. Et à l'heure actuelle, moi, ce que je pense, c'est que nous en sommes encore au même stade que Maman Plouffe. Nous n'arrivons pas à y croire, ou plutôt, nous préférons ne pas savoir. Au pouvoir depuis 1933, Adolf Hitler fait miroiter aux siens le mythe de la Grande Allemagne. Dans un pays où le quart de la population active est au chômage, il apparaît comme un sauveur. Il promet un empire qui durera 1000 ans. Le projet nazi, établir la supériorité de la race germanique sur une Europe peuplée de sous-hommes. Pour y parvenir, une formule magique, conquérir un nouvel espace par la force. Au mépris des promesses de 1918, le pays ne cesse de s'armer et mobilise ses hommes aux frontières. D'autres puissances ont aussi des visées expansionnistes. Le Japon d'Hirohito a déjà envahi la Mandchourie et plusieurs régions de la Chine. L'homme fort de l'Italie, Mussolini, cherche à étendre son empire fasciste jusqu'en Afrique. En 1937, l'axe Rome, Berlin, Tokyo se concrétise. Les 3 puissances se liguent contre l'URSS. Politiquement affaiblie, en proie à l'agitation sociale, la France et l'Angleterre redoutent surtout la menace bolchevique. Alors, elles tolèrent les excentricités du Führer. Mars 1938, c'est l'annexion de l'Autriche. 6 mois plus tard, à la conférence de Munich, la France et l'Angleterre plient une dernière fois. Elles concèdent une partie de la Tchécoslovaquie à l'Allemagne. En échange, Hitler promet la paix. 23 août 1939, coup de théâtre. L'Allemagne et l'URSS signent un pacte de non-agression et négocient entre elles le partage de la Pologne. Le 1er septembre, l'armée du Troisième Reich envahit le territoire polonais. Cette fois, la France et l'Angleterre ne peuvent plus reculer devant l'affront. La guerre est déclarée. Tout de suite, le Canada s'engage et envoie des hommes en Angleterre.
Drôle de guerre que ce premier hiver. C'est un face-à-face sans affrontement réel. Hitler occupe tout de même le Danemark et la Norvège. Les Alliés se mobilisent. Les Français se croient protégés par la ligne Maginot qui court tout le long de la frontière allemande. Mais le 10 mai 1940, l'armée et l'aviation allemande s'abattent sur les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Cinq jours après, les troupes ennemies déferlent sur le nord de la France. La débâcle est totale. Assiégés à Dunkerque, 335 000 soldats britanniques et français doivent retraiter vers l'Angleterre. Le 14 juin, Paris est occupé. Le 17, le maréchal Pétain s'incline devant l'envahisseur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Devant Hitler, la France signe sa reddition. Entre-temps, un certain général de Gaulle lançait depuis Londres son premier appel à la résistance. Commande à tous les Français libres de continuer le combat. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. L'Angleterre se retrouve isolée. Churchill, nouveau Premier ministre, ne peut que promettre aux siens de la sueur, du sang et des larmes. L'aviation allemande pilonne sans répit les aérodromes, les bases navales et les centres vitaux de l'industrie anglaise. Les Britanniques tiennent bon et infligent même de cuisantes défaites aux attaquants. Face à l'Angleterre, Hitler est malgré tout maître de l'Europe. À l'été 1941, il se retourne contre l'URSS comme pour prouver qu'il est encore invincible. Folle entreprise où son armée va s'enliser. Les combats sont violents. Staline réclame l'aide des Anglais. Il faudrait ouvrir un deuxième front à l'ouest. Churchill ne dit pas non, mais il faudra attendre. « 7 décembre 1941. Les Japonais attaquent les Américains à Pearl Harbor. Les États-Unis entrent en guerre à leur tour contre les puissances de l'Axe. Désormais, la guerre est mondiale. En 1942, Hitler met en pratique ce qu'il appelle la solution finale de la question juive. Les camps d'extermination vont broyer en un temps record des millions de vies dans l'indifférence générale. Pendant ce temps, les états-majors alliés multiplient les assauts contre l'édifice nazi. 19 août, le raid de Dieppe. Premier test contre le mur de l'Atlantique et coup dur pour les troupes canadiennes. L'offensive contre les côtes françaises tourne au désastre. Des 5000 Canadiens partis la veille d'Angleterre, 1000 sont tués, 2000 faits prisonniers.
En novembre, les Alliés s'unissent aux troupes du général de Gaulle pour libérer le nord de l'Afrique et en chasser Rommel, le renard du désert. 1943, sur le front russe, l'armée allemande subit une cuisante défaite à Stalingrad. Le 10 juillet 1943, plus de 200 000 soldats alliés débarquent en Sicile. Parmi eux, 90 000 Canadiens. L'opération est un succès complet. Mais il faudra encore 10 mois de combats meurtriers avant que Rome ne soit conquise le 4 juin 1944. Pour Hitler, c'est le commencement de la fin. Béatrice, avec l'équipe de télévision, vous êtes allée en Normandie, bien sûr, vous êtes allée sur les lieux même du débarquement, vous êtes allée à Caen, mais pourquoi en Angleterre aussi? Bon, d'abord, première chose, l'état-major était en Angleterre, à Portsmouth, enfin au nord de Portsmouth, à Southwick. C'est de là que toute la grande opération Overlord a été manigancée, si on veut, organisée. Donc, nous sommes allés évidemment sur ces lieux. Pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Ils sont restés là longtemps, les soldats, à cet endroit-là, à attendre le jour du débarquement? Oui, ils sont restés plusieurs années. Hein. Plusieurs années, oui. Bon, oui, il y en a qui sont arrivés à partir de 1940. Bon, alors certains, ça faisait 3 ans qu'ils étaient là. Alors c'était très long cette attente. Je pense que, d'après ce que m'ont dit les vétérans, ils avaient très hâte. What they would have done, they would have sent ahead of each force, they would have sent a minesweeper, which would have cleared a channel through, and the rest of the ships would then have followed behind. And did it work? They would, oh, well, as far as I know, yes. In the autumn of 43, suddenly all these soldiers started appearing, but they weren't the troops. À l'automne de 43, tout à coup, plein de militaires sont arrivés. Ce n'étaient pas les troupes pour l'embarquement, mais bien les ingénieurs royaux qui venaient pour élargir notre avenue. Ça nous avait bien surpris. Ensuite, il ne s'est rien passé jusqu'en avril ou mai 44. Et là, un matin, nous étions en route pour l'école lorsqu'on a vu apparaître tous ces soldats en chars et en véhicules blindés. Je crois bien qu'il y en avait devant chaque maison de Gosport. La vie était dure. Je me souviens que ma mère pleurait souvent parce qu'on manquait de coupons de rationnement. Tout était rationné. Le beurre, le fromage, la viande. On avait 8 onces de viande par personne par semaine. C'est peu. It's not a lot. Anyone else on those turkey breast fillets for a $5? No. We used to grow our own vegetables and we used to have to make up our food. Nous devions faire pousser nos légumes partout où nous le pouvions. On se faisait des potagers dans le moindre recoin pour compléter le peu d'aliments auxquels nous avions droit. Les adultes avaient peur. On sentait nos parents effrayés. À l'angoisse des populations se mêle le goût d'en finir une fois pour toutes avec cette guerre qui s'éternise. Depuis la défaite des troupes franco-britanniques à Dunkerque en 1940, Churchill s'est juré d'avoir sa revanche et commande à son état-major un plan d'invasion du continent. Mais il devra attendre l'entrée en guerre des États-Unis pour qu'un tel rêve devienne réalisable. En Amérique comme en Angleterre, l'industrie tourne à plein régime pour soutenir l'effort militaire. Des milliers de bateaux alliés traversent l'Atlantique Nord en direction de l'Angleterre. Beaucoup trouveront l'ennemi
sur leur route. En août 1943, à la conférence de Québec, Churchill et Roosevelt s'entendent pour la première fois sur les grandes lignes d'un projet de débarquement en Normandie. Ce sera le plan Overlord. Le général américain Eisenhower en prend le commandement peu après. L'exercice est ambitieux. Aviation, marine, infanterie, tous les corps d'armée devront agir de façon concertée. Il a été décidé que le débarquement serait tenté sur les plages de Basse-Normandie, là où l'ennemi s'y attend le moins. Les Alliés se partageront 80 km de côte selon 5 secteurs. À l'ouest, les Américains débarqueront sur 2 plages escarpées portant les noms de code Utah et Omaha. À l'est, les Britanniques vont attaquer sur Gold et Sword, de part et d'autre du secteur canadien nommé Juno. Celui-ci comprend les villages de Courseulles, Bernières et Saint-Aubin. Les aviateurs alliés préparent le terrain, bombardant sans relâche les routes et les chemins de fer français. Il s'agit de paralyser le trafic et de retarder l'arrivée d'éventuels renforts ennemis. Les attaquants peuvent aussi compter sur l'aide des mouvements français de résistance. Conseillés par des agents britanniques, ils coopèrent très efficacement à ces destructions. L'aviation s'en prend aussi aux défenses côtières du mur de l'Atlantique. Batteries d'artillerie, postes radars, rampes de lancement, dépôts de munitions. Les Alliés attaquent partout, même en dehors du secteur d'invasion, car il faut éviter de dévoiler l'objectif final. Au cours d'opérations de reconnaissance, les pilotes ramènent des milliers de clichés des défenses côtières allemandes et des plages où l'on doit débarquer. Emplacement des canons, des champs de mines, des radars, aucune information n'est laissée au hasard. Pendant ce temps, l'armée de terre, chargée de mener l'assaut, multiplie les exercices d'embarquement et de débarquement. Les états-majors alliés s'apprêtent à envoyer à l'assaut près de 9000 bateaux, dont 4000 chalands de débarquement, 11 000 avions, 20 000 véhicules et surtout 155 000 hommes. Quant aux Anglais, s'ils sentent que le grand moment est proche, ils sont bien conscients que rien n'est gagné. Le moindre imprévu pourrait transformer cette extraordinaire expédition en désastre. Gosport is on the western side of Portsmouth Harbour. Gosport et Portsmouth devaient être parmi les coins les plus vulnérables du sud de l'Angleterre, principalement à cause de l'immense chantier naval où l'on réparait les bateaux pour les équiper de radars, par exemple. C'est d'ici que partaient les sous-marins miniatures qui ont servi de navigateurs pour le débarquement en Normandie. De ce côté-ci du port se trouvait un gigantesque entrepôt de munitions. Et du côté de Lyon-Solent, il y a encore aujourd'hui la base aérienne HMS Daedalus. C'est de là et d'une autre piste que s'envolaient les Mustangs, les Spitfire et les Hurricane. C'était donc un lieu stratégique de première importance en Grande-Bretagne. On se rend compte après coup que tout l'Occident devait retenir son souffle, car s'il avait fallu qu'on soit encore bombardé ou qu'apparaissent les V1, ces terribles bombes volantes, ça aurait été un carnage épouvantable en matériel et en vie humaine. Et pas seulement pour les soldats, mais pour tous nos civils qui travaillaient dans chacun de ces endroits.
Quelques 250 000 soldats sont partis de cette région de Portsmouth. Gosport était un centre névralgique de cette aventure, car pas moins de 6 points d'embarquement se trouvaient ici. Cette photo montre Hardway à l'époque de l'embarquement. Vous voyez le sol carrelé de la descente, comme des boîtes de chocolat. Il a été coulé en béton, spécialement en vue du jour J. La baie de Stokes, face à l'île de Wight, comportait à elle seule 4 points d'embarquement. C'est d'ailleurs à cet endroit que se trouvaient les modules flottants des ports artificiels qui allaient être remorqués devant Arromanches en Normandie. Il faut comprendre que ces soldats ont été enfermés dans des camps, quelques jours et même quelques semaines, des camps entourés de barbelés. Ils n'avaient plus le droit de sortir, de recevoir aucune information, de n'envoyer aucun courrier. Donc, ils étaient coupés du monde. Ils ont fait énormément d'exercices en Angleterre, bon, entre autres dans la région de Portsmouth, dans l'île de Wight, en Écosse, pour préparer ce débarquement. Mais ils ne savaient jamais quand ça serait la bonne. Et la veille, on leur a remis des enveloppes scellées qu'ils ne devaient ouvrir qu'uniquement rendues sur la mer pour comprendre leur lieu de destination. Il est évident que Portsmouth et la région du Hampshire furent au cœur de la planification et des préparatifs de l'opération Overlord, surtout à compter des 2 ou 3 derniers mois quand Eisenhower a emménagé avec son état-major dans la Maison-Blanche de Southwick. Chaque rue, chaque parcelle de terrain était remplie de campements où les soldats attendaient l'ordre de départ d'Eisenhower. Un moment, les rues furent bondées de véhicules et de soldats. Puis, le matin du 6 juin, silence total. On sut alors que c'était le jour J. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. J'aime les chats siamois. Je répète, j'aime les chats. Le débarquement. Ils arrivent. Alarme! Et Robert Lieutenant, c'est le débarquement. 5000 navires. Il y a au moins 5000 navires, là, devant moi. Un peu de sang-froid, mon cher Ploscat. Les Américains et les Anglais à eux tous n'ont pas la moitié de ces navires.
C'est idiot. Si vous ne me croyez pas, venez voir vous-même, ils sont des milliers. Du 1er juin au 6 juin, on s'est promené, je ne sais pas où, mais en tout cas, on voyait seulement que le ciel et la mer. Le 6 juin, on s'est retrouvés à Bernières au matin. Miracle, c'était rempli de bateaux, il n'y avait pas eu d'accident, il n'y avait rien eu. Puis, il y avait 1000 à 2000 avions qui ont passé, aile à aile, au-dessus de nous, pour aller bombarder des positions en avant. On ne s'entendait pas parler. Alors ça, c'était impressionnant. Quand c'est ton baptême là, de feu. On se demandait qu'est-ce qui allait arriver. C'était presque la fin du monde. Puis les Allemands, de leur côté, ben, faisaient leur possible aussi pour tirer. Hein. Nos bateaux, ben, tiraient. Il y avait des gros bateaux avec des canons. Ils tiraient des obus de 250 livres. Là. Ça fait un moyen dégât, ça, quand ça tombe. Hein. Alors, moi, je pensais pratiquement plus aux Français là, qui recevaient tout ce qui pouvait tomber. Là, ils recevaient ça sur la tête. La tête de pont est conquise. La pittoresque Normandie voit enfin son sol partagé entre les forces expéditionnaires. À Bernières, les premiers prisonniers nazis se rendent aux mains des Canadiens. L'inévitable décor de la guerre, le tableau d'un gentil village perdu dans un écran de fumée. Quand ils ont venu pour débarquer, les artificiers qui étaient en premier pour faire sauter toutes ces choses-là, ils n'ont pas pu le faire parce que c'était trop important et les péniches qui arrivaient, ils auraient eu des pertes parmi leurs soldats. Donc là, c'est la fameuse maison qu'on voit dans tous les films d'archives. La maison historique. Ah oui, tous les Canadiens qui sont débarqués là sont toujours à la recherche de cette maison-là quand ils reviennent. Ah oui. Ce qui nous a fait le plus de mal, c'est les mines. Parce qu'il y avait un lagon, là, avant d'arriver à la plage. Nos barges arrêtaient sur le lagon. Puis il fallait ensuite traverser un bras de mer pour se rendre à la plage. Mais les Allemands avaient mis leur mine sur le lagon. Il avait été assez intelligent quand même. Alors, quand le panneau d'en avant de la péniche là, tombait pour nous permettre de débarquer, ben, ça frappait de mine, ça. Vous étiez embêtés pour débarquer. Hein, parce que là, le panneau venait tout tordu ou vous n'étiez plus capable de le descendre. Alors donc, nous voilà devant le quartier général des journalistes. Oui. Alors là, c'est le reporter Ouimet là, qui a
transmis les messages à la radio que le débarquement avait réussi sur les plages normandes. D'ailleurs, voici la plaque des Canadiens et Britanniques qui firent le débarquement. Les premiers Français que j'ai vus en France, ce sont ceux de Dernière, des Normands pour la plupart. Ce sont eux, leurs femmes et leurs filles, qui ont lancé des fleurs à nos troupes, comme elles défilaient dans les rues. Pourtant, au cours de la nuit, ils n'avaient pas beaucoup dormi. Et pour plusieurs, le débarquement signifiait la perte complète de leurs biens matériels. Mais tout de même, ils se montraient heureux. Ils trouvaient la force de sourire et de crier « Vive l'Angleterre, vive le Canada, vive l'Amérique !» Certains de nos soldats répondant « Vive la France !» Et puis, de voir tous ces gens-là, tous ces Canadiens, là, parler le français, le vieux patois comme nous, ça nous a encore plus fait plaisir. Il y avait des chars canadiens qui passaient ici, et la rue était beaucoup plus étroite. Cette route-là était complètement chargée de chars, de troupes. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ils ont même resté un peu, comment dirais-je, sur place, parce qu'il y avait un canon 88 allemand qui empêchait de prendre la route pour monter en plaine. Ah voilà, quand je reviens dans ces endroits-là, ça me rappelle une drôle d'époque. Dire que ça fait bientôt 50 ans, c'est impensable. Et alors c'est ici qu'il y avait tous les artilleurs qui occupaient les canons qui étaient juste un peu plus haut. Alors vous voyez, ils étaient à 8 par chose, là, par blocos, là. Et tout ça s'est lézardé à la suite de ce sacré bombardement. Ben, ici, on est à l'emplacement des fameuses batteries de tombettes, enfin ceux qui restaient du bombardement du 5 au matin. Et vous voyez la vue qu'ils pouvaient avoir pour leur tir. Ah oui. On voit très bien le clocher, on voit le village. Le fameux canon de 88 se trouvait là, dans le bosquet, vous voyez là-bas. Alors il avait une vue sur les chars qui montaient là. Et il en a détruit 3, un après l'autre. Et c'est ici que le lieutenant Lapierre a été tué, lui. Il était avec 3 ou 4 camarades. Ils allumaient une cigarette. Et les cigarettes étaient mouillées. Alors il avait un mal pour l'allumer, puisque quand ils ont débarqué, il avait de l'eau à la ceinture. Et alors il y en a un qui s'appelle Évé Leblanc, que je connais encore. Il habite aux îles de la Madeleine et je corresponds avec lui. Et un jour, on est venu là, il m'a dit, bon sang, ça me rappelle un drôle de lieu. Et lui, il est allé pour allumer sa cigarette juste au pied du petit abri, là. Et c'est ce qui l'a sauvé. Quand l'obus a éclaté, tous ses copains ont été là et lui qui était à côté n'avait rien. Évidemment, plusieurs qui étaient comme moi, qui espéraient bien vivre, et qui ont sauté dès le départ. Ça, c'est... Après tant d'années d'entraînement, puis de tout ce que vous voulez, c'est un dur coup à recevoir, ça. Mais ça faisait partie, évidemment, un débarquement, je pense que c'est... faut faire une percée, puis il faut s'attendre à avoir plus de pertes qu'une bataille normale où on peut s'étendre, prendre des positions. Nous autres, les Allemands nous voyaient venir, là, on arrivait devant eux, puis ils tiraient dessus. On ne peut pas se cacher. Ah là là! La liberté. Ah oui. C'est pour ça que notre génération avec les Allemands, c'est encore un peu juste à oublier. Par contre, la nouvelle génération, c'est pas pareil, elle n'a pas vécu toutes ces choses-là. Hein. C'est compréhensible. Ah oui. Il y a 2 écoles de pensée qui s'affrontent là-dessus. Ceux qui disent qu'il faut oublier, ceux qui disent qu'il faut souvenir pour pas que ça recommence. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, parce que les jeunes Allemands ne sont pas la cause du régime qu'ils avaient à cette époque-là. Ah oui, on le comprend dans ce sens-là. Mais pour nous, c'est plus dur à oublier que ceux qui ne l'ont pas vécu. Ah oui. Ah voilà, espérons qu'on n'en reverra jamais ça. Hein. Oui. Parce que la guerre, hein, ah oui, il faut mieux trinquer avec un bon calvados, là, hein, que de se tirer des coups de fusil. Pendant la guerre, où vous êtes allé au cimetière canadien tout à l'heure, il y avait un aérodrome factice avec des avions en bois. Ils étaient peints en gris et le petit aérodrome, pour le garder,
bien qu'il soit factice, pour faire diversion, les Allemands y avaient mis de garde, de faction, des vieux aviateurs allemands. Et ils déplaçaient les coucous de temps en temps. Et les Anglais, pour se payer leur tête, balançaient sur ces coucous-là des bombes fumigènes. Donc, avions en bois, bombes en bois. Et il y avait même mieux que ça, il y avait certains petits aérodromes, dont à Vaux-sur-Seulles, il y avait aussi des avions en bois, et quelquefois, il y en arrivait qui pouvaient même atterrir. Et les Allemands avaient aussi des canons leurres qui lançaient de la fumée. Comme là-haut aussi, il y avait un canon en bois. Enfin, ils n'ont jamais bombardé le canon en bois. Ils bombardaient les vrais canons, mais ils savaient où c'était le vrai et où c'était le faux. La nuit du 5 au 6 juin, ça faisait plus de bruit que d'habitude. Ça bombardait de partout. On sentait qu'il allait se passer quelque chose. Alors on s'est mis dans la tranchée. Quand je suis arrivé là le matin, c'était noir de bateaux. On en voyait partout. Depuis Bernières, Courseulles, partout. Des bateaux avec les saucisses. Vous savez ce que c'était que les saucisses? Non. Des ballons au bout d'un câble pour empêcher les avions de piquer dessus. Mais on ne savait pas ce que c'était, nous. Hein. J'étais reporté la bonne nouvelle à la maison. Et puis peut-être... Alors là, il fallait pas sortir. Hein. On était coincés, les portes étaient fermées, et surtout, pour pas bouger. J'avais réussi à me faufiler par la porte de la grange. Je me suis trouvé nez à nez avec un Canadien. Un Canadien, je ne savais pas que c'était un Canadien, mais enfin un gars qui parlait français. Est-ce qu'il y a des Allemands? Pas du tout, puis alors, sur l'épaule, régiment de la Chaudière. C'est quand même facile à lire. Hein. Il m'a dit, laisse la porte ouverte. J'ai laissé la porte ouverte. On est sorti dans la rue. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'Allemands dans le coin. Tous les Allemands étaient faufilés. Dans le milieu de la matinée, on les avait vus foutre le camp déjà avec les valises. Ils étaient partis au canon. Enfin, les Allemands appelaient ça la canonne. Alors, les Allemands étaient foutus le camp là-bas. Je crois que les gens avaient été avertis, avaient été prévenus par des codes secrets, j'imagine, par radio. Parce qu'il y avait beaucoup moins de gens qui auraient dû en avoir. Et ils étaient réfugiés dans certaines caves, etc. Alors, mais on ne pouvait pas leur avoir dit correctement ou exactement, parce que les Allemands seraient tous dirigés vers là. Mais aussitôt qu'on a été entrés, même s'ils avaient perdu beaucoup de choses, il y avait même des morts, on a été reçus à bras ouverts. Ah oui, c'était le délire. Là, le Calvados, en fait, tout ce qu'il y avait moyen pour nous recevoir, là, il le sortait. Mais nous autres, on n'avait pas le temps de s'arrêter parce qu'il fallait continuer à prendre notre objectif. On est revenu par après, puis ces gens-là, encore là, ces gens-là, moi, il y en a que je connais, je suis allé dans une famille. On est reçus à bras ouverts. Mais ils ont eu une dure volée, les gens de l'endroit. Même, quelques-uns ont dit, ben, on était mieux du temps des Allemands, parce qu'évidemment, c'était tranquille, il n'y avait pas rien qui se passait. Vous avez la paix, ouais. D'une certaine façon. Bon, il y avait quand même le couvre-feu, il y avait tout un tas de choses qu'il fallait faire attention avec les Allemands. On n'avait pas de SS, hein. C'était, comment ils appelaient ça, la Wehrmacht. Enfin, on ne se fréquentait pas. C'était des... Il fallait leur porter du lait, il fallait leur... C'était des pères de famille dans l'ensemble. Alors, étant enfants, ils nous cherchaient surtout à nous prendre, à nous donner un petit peu de tendresse qu'ils n'avaient pas donné à leurs enfants. C'est ça qu'ils avaient, surtout. Vous rappeliez leurs enfants? Oui. Et les parents ne voulaient pas qu'on aille... Ils nous donnaient des bonbons, des tartines de chocolat, de confiture. Mais je les connaissais un peu parce qu'on allait porter de l'eau. Il fallait porter des barriques d'eau au canon, bon, avec un cheval. Enfin, c'était les comiques qui y allaient, enfin, j'allais avec eux, quoi. Et le soir, on les a vus repasser. Oui. Avec les mains. Ils ont fait un petit camp de prisonniers, ils ont mis des barbelés, parce que les Canadiens, quand ils sont arrivés, ils avaient tout ce qu'il fallait, hein. Il y avait même les rouleaux de barbelés. Alors, au coin de l'église, ils ont fait un petit camp de prisonniers, puis ils ont mis les Allemands, mais j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas envie de s'évader, hein. Quand ils sont passés les mains sur la tête, ils pleuraient, parce que quand ils nous connaissaient, puisqu'ils logeaient chez l'habitant, et ils nous connaissaient tous, et quand ils l'ont passé devant nous, ils avaient tous la larme, ils pleuraient, parce qu'ils se demandaient où il allait après. Ils ont été 4 ans, là, eux, occupés, puis c'était pas tous des bandits, ces gars-là. Il y avait des gens qui étaient bien éduqués parmi les Allemands, qui
qui essayait de se faire accepter des Français. Je pense d'ailleurs qu'il avait choisi des troupes un peu spéciales qui, pour se faire accepter par la population locale. Alors, ces gens-là, ça leur faisait de quoi? De les voir partir, et puis aussi qu'on leur tombe dessus. Il y avait des filles qui étaient en amour, peut-être. Alors, ici, quand on est entré, d'ailleurs, tout le long, là, ici, les Français nous informaient. Hein? Méfiez-vous, à telle chose, il y a des Allemands là, qui sont encore là. Parce qu'on a défoncé la ligne allemande. Il y avait des Allemands qui étaient restés en arrière, quand même. Il fallait les débusquer, là, puis s'en débarrasser pour pas qu'ils nous tirent dans le dos. Alors ça, les Français ont coopéré à 100 %. Et regardez la distance, peut-être 10 000, comme on dit, 10-12 000. Le Nord-Shore était à quelque part ici. À Saint-Aubin. La route est ici. Je pense qu'il faut ajouter quelque chose au sujet des Françaises. Là, vous êtes Françaises, vous, on va mettre ça au clair. C'est pas si dramatique que ça en a l'air. Mais ça nous a surpris, par exemple, de se faire tirer par des Françaises. Hein. Sur les flancs ou dans mais il y en a une, entre autres, qui était dans un clocher. Puis ses frères ont monté dans le clocher puis ont été la descendre. Parce que... Ils l'ont tirée. Parce qu'elle, c'est ça. Elle en voulait aux Alliés parce qu'elle avait un ami... Oui, ça, c'est qu'une fois qu'on était dans le territoire, ces filles-là étaient sujettes à se faire zigouiller par leurs propres gens, hein, qui voulaient... Ils avaient été du côté allemand, mais une fois les Allemands partis, là, la revanche arrivait. Hein. Alors, on va essayer de se remémorer cette histoire qui, en fait, s'est bien terminée, mais aurait pu très mal se terminer. Allez, David. Il monte sur la hauteur du village pour observer la bataille qui fait rage sur la mer. C'est la bataille qui fait rage sur la mer avec les obus et les bombes qui y sont larguées. Alors, on continue. Afin de mieux voir, les hommes se hissèrent au sommet d'un melon de foin et au moment où ils aidèrent Mademoiselle Pontillon à grimper, des soldats canadiennes arrivèrent en jeep. À la vue des jumelles, les soldats ont considéré les 5 Fontenoy comme des espions. « Espions, Angleterre !» s'écrièrent-ils. Et fort logiquement, ils les ont arrêtés. Ce fut tout de même une belle peur. On a invité des personnes qui étaient là pendant le débarquement et qui avaient vécu. Alors Bénédicte, j'aimerais ça que tu m'expliques où étaient installés les Allemands. Les principaux commandants étaient installés dans le château de Fontaine-Henri, qui est ici. Sinon, il y avait d'autres Allemands qui se mettaient dans les maisons, dans certaines. L'adjudant, il avait la direction, moi je faisais son interprète. Au début, tous les premiers jours, il m'a demandé quelques mots, comment ça s'appelle en français. Il voulait savoir comment on dit an die Arbeit. Je lui ai expliqué, ça s'appelait au boulot. Et ça, il rappelait tous les jours quand il venait au chantier, il appelait au boulot. Et puis tout le monde se mettait à travailler. Nous, on était sur les arrières de ce mur de l'Atlantique. On devait surtout faire, enfin, au début, on faisait des trous isolés pour des emplacements de mitrailleuses. Et, enfin, nous, c'est les Français qui le faisaient, à vrai dire. Mais... Et après, on a commencé à planter les fameuses aspergeromelles. C'était des troncs d'arbres d'une certaine longueur de à peu près 3 mètres, je me rappelle.